celui-là qui, du haut de sa puissance, du haut de la confiance que Paul Biya lui avait accordée, et de par sa prestance, et parce qu'il se présentait comme le fils du président, eh bien, pouvait utiliser d'une machine infernale qu'ils avaient créée dans les années 2005 et qu'ils avaient appelée Opération Épervier. L'opération Épervier, depuis 2006, a donc commencé à broyer tout ce qui pouvait se voir au moins une carrure présidentielle. Cette opération montait en toutes pièces avec des gens comme Ahmad Wali qui était ministre de la Justice et aussi Jean Fouman Akam qui était le conseiller juridique de Paul Biya était piloté par Edgar Alem Bengo parce que il était celui qui coiffait la tête de la justice, pas de la justice, mais la délégation générale à la sûreté nationale. Il a utilisé les faux rapports pour envoyer les ministres en prison. Il a utilisé les mensonges, des montages, des accusations farcesques pour salir ses personnalités. Mais lui-même aujourd'hui, qui, parce qu'il avait une seule ambition, de pouvoir succéder à Paul Biya, est tombé dans son propre piège à rat. Comme le dit un proverbe africain, le piège du con n'attrape que son chien. Voilà donc comment est-ce qu'il se retrouve dans cette position aujourd'hui où, rêvant d'être président à étudier, confiant à tout un chacun que certainement c'est lui qui allait hériter parce qu'il avait de l'argent, l'armée, et tous les ministres se pliaient devant lui, au lieu d'atteindre son destin dont il rêvait, il se retrouve actuellement président de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Il a été victime d'une agression. Mais de cette agression, on a vu comment est-ce qu'il y a eu tout un ramdam médiatique, comme si on avait agressé un innocent, comme si on voulait faire la peau au plus saint des saints qui se retrouvait là par hasard au niveau de la prison et qu'on voulait absolument se débarrasser de lui. Et pourtant, après enquête, nous avons essayé de vous donner déjà les premiers éléments de ce qui s'est passé pour qu'il soit victime de cette agression. Cette agression qui était survenue après une visite, il avait reçu, bien sûr, à côté de cela, l'appel de quelques jeunes qui lui avaient dit « Grand, nous avons faim, est-ce que vous pouvez nous donner quelque chose à manger ?» À un but de lui-même, il n'avait pas daigné répondre. Et il avait donc tourné le dos. Et c'est ainsi que Yakana était venu, bien sûr, avec un ciseau, et avait brandi. Il avait paré et il s'était blessé. D'ailleurs, il s'est blessé au niveau des doigts puisque actuellement, il a un pansement. Nous ne pouvons pas encourager cette agression. Mais la suite, il y a eu une exploitation abusive de cette agression. Puisqu'en réalité, derrière cette agression, il y avait d'autres complices qui voulaient en réalité arracher la chaîne en or d'Edgar Alem Bengo et surtout aussi son médaillon. D'ailleurs, après leur forfait, ce médaillon a
mystérieusement disparu. Jusqu'aujourd'hui, on l'a cherché. Le médaillon qui, dit-on, avait une puissance mystique d'Edgar Allan Bongo, dont on dit très bon en tant que franc-maçon, et dont on disait également qu'il exploitait ce médaillon pour parfois l'hypnotisme ou pour d'autres pratiques. Ce médaillon est donc porté jusqu'à présent disparu. Mais la chaîne, après l'agression qui a été menée par Yakana, Jules Michel, a été retrouvée auprès de Mani qui l'a racheté au 8e quartier, qu'on appelle le Kosovo. Là-bas, il a ce qu'on appelle un comptoir. Après cela, on a dû venir faire des rafles à la prison. De ces rafles, on a procédé à beaucoup d'arrestations. Ils sont arrivés au 7, où ceux qui avaient déjà été placés par Mebengo, parce qu'il faut se dire qu'il a été tout puissant et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va enlever tous ces éléments. Ils ont cuisiné ces garçons de la plus cruelle des façons. Ils ont été attachés à la balançoire, c'est-à-dire comme le méchoui, avec, bien sûr, les mains, là, les pieds, là, entre une latte. Et c'est là ils ont été tabassés durement au dos, à la plante des pieds. C'était au sous-sol du cerf, pendant des jours et des nuits. Ils sont ressortis de là, complètement broyés, bousillés. Quand ils sont revenus à Kondengi, on les a placés dans la cellule de confinement. Et alors qu'ils devaient ressortir hier vendredi, ils ont été nuitamment enlevés par non seulement les gardiens de prison, mais une unité spéciale et une escorte avec des gens qui étaient masqués. Nous avons essayé de savoir là où on est parti avec eux. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre leurs affaires. Parce que certains étaient au quartier 8, qu'on appelle le Kosovo, d'autres au quartier 9, et puis il y avait Franck qui était au quartier 3, local 139. Au total, non seulement on a pris ce qu'on soupçonnait avoir été en contact avec Yakana, mais on a enlevé 500 autres prisonniers. Ceux du président Mbongo, pour qu'il soit en sécurité, on a donc décidé de partir avec ceux-là qui pourtant ne sont pas encore jugés. On est parti avec eux à la prison de Fou. Selon les informations, les enquêtes que j'ai faites. D'autres sont allés à ça. D'autres également aussi, dit-on, ont été dispatchés en Balmayo. Et lundi, il se prépare qu'on va les amener au parquet. Quand ils seront au parquet, parce que directement on a déjà mis l'affaire en délibéré, ils seront condamnés et ils seront envoyés à Yoko. À Yoko, ils seront exécutés. Parce que quand on prend des prisonniers,
qui sont encombrants. Soit on va dire que vers Yoko, ils ont tenté une évasion, soit alors qu'ils sont morts de maladie parce que les parents n'y arrivent presque pas, ou alors ils vont avec ces prisonniers à Tcholéré 1, Tcholéré 2. Chers parents, si vos enfants sont donc là-bas, dans ce groupe, où je peux vous donner certains noms, dont un s'appelle Abdelaziz Frou, ou encore, comme j'ai dit, Yakana lui-même, prenez donc déjà des dispositions pour au moins revendiquer le corps de votre enfant qui sera exécuté. Cela ne s'est pas arrêté là. Ils ont organisé une réunion où ils se sont dit hier que moi, Jipon Mingono, j'avais des informations de la prison parce que les prisonniers, les détenus, certainement m'envoyaient des informations par leur téléphone portable. Ils ont donc fait, avec, que ce soit le ministre de la Justice, Atangandi, ils ont décidé de faire une descente surprise dans la nuit. À peine avaient-ils fini leur programme, leur plan, j'étais au courant. Donc pour vous dire que vous responsables qui croyez que ce sont les prisonniers qui me renseignent, est-ce que les prisonniers étaient là pendant votre réunion? N'est-ce pas le délégué qui est arrivé à la prison centrale de Kondengui en pleine nuit? Aucun prisonnier n'était au courant. Mais moi, j'étais au courant. Comme je vous ai toujours dit, partout où vous serez, je serai aussi avec vous. Ils sont donc arrivés en groupe incroyable, innommable, drogués à 1 h du matin. Ils ont commencé à faire quartier par quartier en faisant sortir des prisonniers, d'autres nus ou juste comme ça, pour la fouille. La fouille a donc commencé à 4 h du matin, ce samedi. Ils soulevaient les lits, ils contrôlaient tout, ils voulaient savoir qui est en communication avec moi. Le délégué lui-même était là et toutes les autorités pénitentiaires de Yaoundé étaient là, à la prison centrale de Kondengui, en pleine nuit. La fouille s'est achevée aux alentours de 1 h à 13h55. Dans la fouille, ils ont réussi à trouver des poinçons ou des machettes. Ils ont récupéré certains téléphones. Mais, comme je vous le dis, vous avez récupéré les téléphones, vous avez fait ceci et cela. Vous avez dit que certainement je n'aurai plus d'informations. Mais je peux vous dire tout ce que vous avez récupéré. Et dans quelle salle? Dans quelle cellule? Et ce que vous êtes en train d'en faire. Ce qui est un peu alarmant, c'est qu'on se déplace uniquement pour Mebengo. Comme si on avait agressé un chef d'État. Mais au lieu de faire le contrôle dans toute la prison, on a choisi des quartiers. Ils sont allés au quartier numéro 1, qu'on appelle le quartier résidentiel. Ils sont allés au quartier numéro 8 et le quartier numéro 9, qu'on appelle le Kosovo. Ils sont allés au quartier numéro 5, qu'on appelle le quartier des femmes. Ils sont allés au quartier numéro 3. Ils sont allés au quartier
numéro 2, qui est le quartier des malades. Ils sont même allés dans le quartier numéro 10, qui est le quartier des fous. Oui, beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'il y a des fous à Kondengui. Il y a tout un quartier pour eux. Le quartier des fous. Donc, au lieu de conduire un fou au centre Jamon, il est en prison. Et on va chercher s'il a le téléphone, s'il est en communication avec Jipo et Mingono. On demande aux fous s'ils me connaissent. S'ils me connaissent, les fous. On leur pose des questions. S'ils me connaissent. Vous voyez, c'est un régime de fous. Cependant, ils ne sont pas allés dans des quartiers spéciaux, comme le quartier numéro 7, le quartier où il y a les riches, le quartier, par exemple, numéro 14, là où il y a Mebengo, et qui a 2 téléphones, dont je peux vous donner les numéros. Mebengo au quartier spécial numéro 14. Il a tout là-bas. Il a 2 téléphones. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas entré au quartier numéro 14? Il est au local numéro 3. Les autres cellules, il y a 100 personnes dedans. Mais la cellule de Mabongo, il est seul. Comme aussi la cellule d'Atanakuna, qui est la cellule numéro 2, le local numéro 2. Ils sont seuls. Et ils vivent comme des pachas. Ils n'ont pas été fouillés. Voilà des gens qui ont volé, qui ont pillé la République. Les autres, parfois, c'était des petits coups, des larcins parce qu'ils avaient faim. On vient les fouiller. On vient prendre des petites choses de rien du tout. Et pourtant, cela, ils sont en train d'organiser avec leur téléphone les évasions des sommes faramineuses, sont en train d'organiser des coups d'État, des montages, sont en train de corrompre des juges. À partir de leur téléphone, ils organisent tout au Cameroun. Mais Bengo, savez-vous que pendant qu'ils étaient là, mais Bengo, tout comme à Tanakuna, ce sont les gardiens de prison qui viennent leur donner les liqueurs, c'est-à-dire que le whisky champagne, ça entre en prison à partir de 18 h. Bien plus. Je ne voudrais pas gâter les ménages. Savez-vous que leurs cellules sont transformées en hôtels où des femmes sont introduites à des heures indues? Vous voulez que je donne des noms? Le régisseur le sait. L'intendant le sait. Tous les gardiens de prison le savent. C'est vrai qu'actuellement, pour faire entrer la boisson, on a fait plutôt que c'est Atanakuna qui commande la boisson de Mebengo. Parce que Mebengo n'est plus en odeur de sainteté, n'est plus d'allure compatible avec les autorités pénitentiaires, tout comme avec toute la prison. Parce qu'on dit qu'il est égoïste. C'est ça le vrai problème. Mais Bengo est égoïste. Voilà ce qui lui vaut cette agression. Il y a bien des ministres là-bas qui sont là depuis des années. Il y a des directeurs généraux qui sont là-bas depuis des années. Mais qui donnent quelque chose aux petits enfants qui parfois pour manger ont besoin de 50 francs CFA, ont besoin de 100 francs CFA. Mais les autres, mais quand Mebengo arrive, non, il ne donne rien à personne et pourtant personne n'est plus riche au Cameroun que Mebengo. Mebengo utilise ce qu'on appelle les majordomes. Et d'ailleurs, comme à Tanakuna, les majordomes c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils prennent d'autres prisonniers qui deviennent leurs boys en pleine prison. Mebengo avait un premier majordome qui était resté là à servir. Mais il fallait qu'il soit libéré. Il fallait une petite caution. Dans cette caution, c'était 50 000 qu'il a demandé à Mebengo.
Le Bengo a préféré lui dire que il faut attendre à la fin du mois pour que je te paye. Et vous savez à combien le Bengo paye un majordome? 10 000 francs CFA par mois. Le majordome de Mbengo en prison commence le travail à 6 heures du matin jusqu'à 21 heures. Il rentre au Kosovo pour dormir. 10 000 francs CFA. C'est lui qui doit faire la cuisine, qui doit laver le sol, qui doit repasser les habits, qui lui fait tout. Ça, c'est en prison. Il donne 10 000 francs CFA. Aujourd'hui, certains sont en train de faire, de dire qu'il faudrait que Mbengo soit en sécurité parce que on risque de le tuer. Mais combien de gens Mbengo a tué? Combien de vies Mbengo a brisé? Combien de ses collègues Mbengo a trahi, piégé, vendu, juste parce qu'il voulait être chef d'État. Mbengo a profité d'une chose, c'est que nommé préfet à Garoua, il avait rencontré Paul Biya qui était aussi en tournée là-bas et il lui a dit « Je suis le fils de Ngombe ». Et du coup, c'était un des frères de Biya qui d'ailleurs était député. C'est pour ça que Biya le nomme préfet à Yaoundé, préfet d'Infondi. Il rentre en 97. Lorsque Biya piège Titi Sédoua au niveau de l'élection présidentielle, mais Mbengo, voyant Titi Sédoua en difficulté, va encore plus le poignarder parce qu'il voulait le poste. C'est comme ça que Biya le nomme secrétaire, directeur du cabinet civil en 97. Il va y rester jusqu'en 2004 et commence à tisser son réseau. Après, il a la promotion et devient délégué général à la Sûreté nationale. Délégué général à la Sûreté nationale de 2004 en 2009. Et c'est à cet instant que Mbengo va commencer à liquider tout ce qui pouvait être des candidats au trône, particulièrement des bêtis. Il va se mettre et surtout va profiter du fait que lui, il est délégué général de la Sûreté nationale. Et comme son frère aussi de Zoueteli, c'est-à-dire que Rémi Zemeka était ministre de la Défense. Et qu'ils vont proposer à Biya cette histoire qu'ils vont appeler épervier. Et ils vont donc dire, il y a le G11. Le G11, c'est quoi? Ils inventent ça en disant que c'est un réseau de bêtis qui veulent prendre le pouvoir. C'est comme ça que Biya va se mettre à les écraser sur des rapports de Mbengo, qui d'ailleurs sera promu après ministre de la Défense de 2009 à 2015. Des postes stratégiques. Les premières victimes de Mbengo, c'était quoi? C'était son propre frère, Ababa Polycarpe, que Biya
avait pourtant appelé parce qu'il était en train de réussir aux impôts. Il arrive, on le nomme ministre des Finances parce que les caisses du Cameroun étaient vides. Quand Abba Abba arrive, on lui dit il faut payer les gens à la fin de l'année parce qu'ils ne peuvent pas passer des fêtes comme ça. Abba Abba va convoquer tous les directeurs, que ce soit le port, les douanes, pour voir comment, les impôts, pour voir comment est-ce qu'il peut collecter de l'argent. Il ne parvient pas. Et finalement, son collaborateur, Henri Ngoulou, qui était secrétaire général au ministère des Finances, qui va lui dire, il y avait un dossier que ton prédécesseur, le ministre Akamon Foumou, était en train de voir, de suivre, à savoir que la société, il y avait un crédit que la société ASB devait à l'État du Cameroun. Ça chiffrait à des milliards. C'est comme ça qu'on va faire appel à Maître Eyoum. Maître Eyoum va arriver pour dire, mais moi je ne peux pas faire ce dossier parce que je l'avais déjà commencé, je n'ai pas été payé. Eh bien, Abba Abba veut que le dossier avance. Et il accepte. On te doit combien? Elle dit 1 milliard 200 millions. Mais néanmoins, elle va réussir à débloquer le dossier. Quand l'argent est débloqué, eh bien, elle prend d'abord ses 800 millions. L'État du Cameroun, au moins, on paie les fonctionnaires. On réussit à débloquer. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Le Bongo va voir que Abba Abba Polycarpe est devenu très célèbre parce qu'il a réussi à relever le ministère des Finances après avoir réussi aux impôts. Il va dire à Biya que après Joseph Désiré Ngo, voilà un autre qui veut déjà ta place. Abba Abba Polycarpe est en train de vouloir devenir président. On va arrêter Abba Abba Polycarpe. On va l'humilier. On va même nous raconter que il a détourné 8 milliards. Plus exactement 7 milliards 800 millions. On va nous dire qu'on a réussi à saisir 25 immeubles. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas tout ça. Mais chose extraordinaire. On va réussir à faire que pendant ces arrestations, ces humiliations, que les caméras de la CRTV aillent dans la cellule, à la PJ, là où il était détenu, tout comme Henri Ngoulou, qui était ministre délégué, qui était déjà devenu ministre délégué. On a humilié ces gens juste parce que, avec Rémi Zemeka, utilisant Amadou Ali, et bien sûr Akamon Foumou, lui, il savait ce qu'il visait. Aujourd'hui, allez voir ce que Abba Abba Polycarpe est devenu. Oui, il mérite la dignité humaine. Mais savez-vous que ce papa-là, à son âge, que maintenant il peut faire les besoins dans la culotte, dans le pantalon, qu'il le fait. Qui s'en rappelle? Savez-vous que Henri Ngoulou, qu'on a accusé, c'est juste que Mbongo s'est servi d'une seule situation. Parce que quand, lors d'un meeting du RDPC, où on demande que Biya doit encore se représenter à Mouna Télé, on demande à Henri Ngoulou d'être tête de liste pour signer la motion de soutien. Il va dire, c'est toujours pour la même personne qu'on va signer la motion de soutien. On va le chercher dehors et dit, lui ne peut pas signer comme ça.
qu'il avait une probité morale. Il disait qu'il y a d'autres Camerounais qui peuvent déjà aussi travailler. Mais à Mona Télé, Mbengo a profité pour aller dire à Biya que voilà Henri Ngoulou qui est en train de monter la rébellion avec le G11 pour prendre le pouvoir. On a arrêté Henri Ngoulou en 2010. Est-ce que vous vous rappelez que ce monsieur est mort le 8 mai 2014 sans même avoir été entendu, un ministre, sans avoir été jugé. Et même quand il voulait des avocats pour aller bousculer le dossier, pour que ça passe à la justice, il n'avait pas un centime. Pas un centime. Il est mort dans la pauvreté, dans le dénuement le plus total. À 60 ans, il était déjà en légumes. Mais Bengo prenait ses cigares. Tous ceux qui ont tenté tout autour, il les a systématiquement éliminés. Il s'est engraissé sur le dos de l'État. C'est lui pourtant qui était en train de voler. La preuve, c'est que le journaliste Koum, qui était le directeur de publication du Nouvel Observateur et qui était d'ailleurs correspondant de Reporters sans frontières, a fait une enquête sur la fortune de Mbengo. C'était en 2010, décembre. Cela on révèle, il révèle aux Camerounais, suite à une enquête bien fouillée, que Mbengo avait non seulement 20 bennes, des pelleteuses, des engins lourds, un garage personnel qui était rempli de 15 voitures, qu'il avait même 3 maisons, dont une à Aubervilliers, une dans le 94 en France et l'autre au 16e arrondissement chic de Paris. Tout ça est aujourd'hui prouvé. Bien plus, il va révéler que la maison de Mbengo, seule, celle d'Odja, vaut 600 millions. Celle de Boloa, d'ailleurs c'est un immeuble, 500 millions. 100 millions, résidence, 500 millions. Et aussi, 2 hôtels à Kribi. Des hectares et des hectares de terrain. Sa maison de Ndengfong, 450 millions pour un ministre. Un seul ministre. Et comment? Parce que lui qui pilotait l'opération Épervier était le roi de la surfacturation. Et c'est lui qui faisait tous les marchés. L'armée camerounaise, il enlève celui qui livrait les tenues. Il va prendre MacForce, Robert Franchetti, en Corse qui est habitué à la mafia. Il lui dit, tu viens t'engraisser au Cameroun. Chaque tenue des militaires, Mbengo facturait ça combien? C'est-à-dire que surfacturé par rapport au prix du premier livreur. Il fallait payer 140 000 francs de plus par tenue dans les poches de Mbengo. Et d'ailleurs, c'est ça qui va entraîner pas mal de problèmes dans la mesure où
parce qu'il avait des ramifications et des complices, tels que le colonel Mobutu, sans pour autant oublier son particulier et un commissaire, on va les suivre jusqu'en France, où d'ailleurs vous connaissez le scandale. Lorsque le colonel Mobutu est arrêté, parce que c'est ce qu'on appelle la brigade contre la répression de la grande délinquance qui va le prendre dans un hôtel. On va découvrir que rien qu'un colonel, il avait reçu de McForce 104 000 € comme rétrocommission. C'est le Bongo qui pilotait tout ça. L'argent de l'État camerounais. Et il est allé beaucoup plus loin. Puisque le même Bongo dont on pleure aujourd'hui montait déjà un coup d'État contre Biya qu'il prétendait pourtant protéger. Puisque il va signer, il va contacter ici à Paris une société qui vend des armes lourdes. Compagnie Teston Bosch. Une compagnie croate. Ils vont négocier. Il va dire à cette compagnie que je veux des armes pour l'État du Cameroun pour 9 milliards 316 millions. 9 milliards 316 millions 720 000 francs CFA pour être exact. Et il va demander à cette société-là que bon, pour qu'on vous donne le marché, j'ai déjà désigné mes intermédiaires. Boum. Vous allez d'abord donner les pourboires. Sur les pourboires, on va lui verser d'abord plus de 350 000 €. Mais il ne se contente pas de là. Lorsque maintenant, il faut passer le marché, il dit, vous signez aussi que sur cet argent, vous allez encore nous reverser 2,5%. Lui seul et sa bande, qui venait s'habiller ici dans les Louis Vuitton, les machins, un seul costume chez Baba, machin sénégalais, c'est 5 000 €. C'est là où l'entreprise, la société, s'est dit, mais il faut quand même des garanties bancaires. Mais Bongo et sa bande de gangsters vont fabriquer des fausses garanties bancaires qu'ils vont envoyer à l'entreprise. Mais l'entreprise, ces fausses garanties sont de la BA, la Banque des États de l'Afrique centrale. Et c'est là où la société va appeler le gouverneur. Le gouverneur va dire, mais moi déjà je ne connais pas ces noms de ces entreprises, et je ne connais même pas les noms de ces cadres de la BA. Ils ne travaillent même pas à la BA. Et ces garanties bancaires sont fausses, ça a été fabriqué. C'est là où le gouverneur alerte. D'abord, Essim Meigné, qui était à l'époque ministre des Finances. Et c'est comme ça que le coup va foirer. Mais l'entreprise va quand même demander à Mbongo de rembourser l'argent qu'il avait pris d'abord comme pourboire. Il va dire, je ne vous connais pas. Il coupe les ponts. Et il s'est engraissé pour le 50e anniversaire. Et ce 50e anniversaire, les armées camerounaises, où tous les marchés étaient entre sa femme, qui a d'ailleurs agence Prestige Voyage, qui a au moins, qui avait déjà, je crois, en 2010, ça avait déjà même plus de 20 voitures de luxe. Hein? Même la nourriture, belle famille, ceci, ses amis. Il a tout ramassé. Quand
un journaliste révèle certaines choses qui sont hors d'entendement, Paul Biya aurait pu au moins ouvrir une vraie enquête. Non. Il savait que Mbongo est en train de le protéger puisque Mbongo va ordonner l'assassinat de Jules Koum le 4 novembre 2011. Il va envoyer un militaire. Il va prendre les agents de la sécurité militaire. Un qui va conduire le camion pour suivre le journaliste dans sa voiture. Et il va l'écraser à la. L'opération était pilotée par la sécurité militaire, commandée par le colonel Henri Bidja. Et d'ailleurs, ils vont se vanter en disant que c'était pour la sécurité de la République parce que ce journaliste allait déstabiliser l'armée, allait faire que l'armée se révolte et du coup l'armée allait se retourner contre Paul Biya. Biya applaudit qu'on a assassiné Jules Koum alors que Mbengue était entré. Si ces armes étaient entrées au Cameroun, Biya ne serait plus là. Puisque Mbengue avait déjà nommé dans chaque ambassade du Cameroun les attachés militaires. Même au Japon, en Chine, je m'étais posé la question que, mais attendez, est-ce qu'on est en guerre? Quand vous êtes dans une représentation diplomatique en Asie, par exemple, déjà qu'elle ne parle qu'économie, vous devez envoyer les économistes là-bas pour faire même l'espionnage industriel. Mais Mbengue avait placé des gens partis. Au dernier moment, on va prendre. Qu'est-ce qui a sauvé Biya? C'est que Sarkozy n'a pas été élu en 2012. Puisque d'ailleurs, Mbengue va profiter du fait que, soi-disant, il a, en tant que délégué général de la Sûreté nationale, il avait réussi à libérer les marins français. Il va passer par Hortefeux et puis Sarkozy. Qui va présenter Mbengue à Sarkozy? C'est Alassane Ouattara. Puisqu'il ira d'ailleurs voir Alassane Ouattara. D'ailleurs, il ira à Akono, à Kwapekoué. C'est-à-dire que la pierre des Pygmées, un endroit très mystique, avec Atandakuna, où Atandakuna va dire que nous sommes ici pour organiser la prise du pouvoir. Vous savez très bien que c'est le fils de Biya, c'est lui qui doit venir après son père. C'était à Akono. Mais ce qui va mal tourner, c'est que Sarkozy, qui avait autorisé Brice Hortefeux de lui remettre la Légion d'honneur, en 2008, ce Sarkozy, finalement, va perdre l'élection présidentielle. Voilà pourquoi est-ce que, n'ayant plus quelqu'un pour pouvoir le soutenir en France, il ne va pas réussir son coup. Quand Mbengue est donc arrêté, d'ailleurs avant son arrestation, il va écrire plusieurs fois à Biya. Pourquoi est-ce qu'il est arrêté? Parce que son protégé, Jean Foumanakam, qui était d'ailleurs le conseiller juridique de Biya, il n'est plus là. Et c'est donc à partir de cet instant que d'autant plus que il y avait Djangongo qui n'attendait que ça et qui lui-même guettait également et qui savait que si jamais je ne frappe pas maintenant, il va me frapper. Puisque regardez par exemple que même Rémi Semeka, qui faisait les complots
avec Mbongo l'a frappé. Vous savez que quand on a enlevé Rémi Zemeka en 2009, il ne prenait même plus le téléphone hein, de Rémi Zemeka. Mbongo est donc aujourd'hui en prison. Il a été jeté en prison parce qu'il a créé, il était à la tête d'une machine pour récupérer le pouvoir. Il a écrasé les autres. Il a tué, beaucoup tué. Et il arrive en prison. Il se comporte comme un chef d'État. Et ce qu'il est en train d'organiser, c'est quoi? C'est que bien sûr, il faudrait qu'on l'enlève de là. Après peut-être une petite évacuation, parce qu'il va bientôt dire qu'il est malade. De cette évacuation, boum, parti. Tous ces cinémas qu'on est en train d'organiser, des arrestations des enfants, de ceci et de cela, mais tout le monde est agressé en prison. Moi, j'ai été en prison. Pourquoi ce n'est que Mbongo? Donc, il faudrait qu'on arrête donc justement le phénomène Mbongo qui, avec son argent, avec ses réseaux, s'il venait à être libéré, s'il venait par corrompre tout le monde et sortir de la prison, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Aujourd'hui, Bongo, pas Bongo, mais Bongo, doit assumer, ce sont les règles